Les Africains parlent aux Africains. Les Africains parlent aux Africains. Une émission débat, D'idées sur l'actualité du continent, une vision singulière et une lecture authentique, de tout ce qui concerne l'Afrique et sa place dans le monde. sous le signe de la sagesse africaine. Tout seul, On va plus vite. Ensemble, on va plus loin. On va plus loin. Bonjour et bienvenue à tous dans Les Africains parlent aux Africains. L'émission d'aujourd'hui sera consacrée au massacre commis par la France coloniale au Madagascar entre le mois de mars 1947 et le mois de décembre 1948, date de la fin de l'insurrection des Malagasy. Pour revenir sur ces terribles massacres perpétrés par la France coloniale au Madagascar pendant 21 mois, j'ai le plaisir de recevoir avec moi Samuel Akizimana et Mzoura Lahiani. les Africains parlent aux Africains. Les Africains parlent aux Africains. La dernière fois, nous avons évoqué ensemble cette insurrection, la démarche des indépendantistes et des nationalistes malagasy pour venir à bout de la colonisation. Et aujourd'hui, nous allons essayer de comprendre cette réaction brutale de la France coloniale au lendemain, faut-il le rappeler, de la Deuxième Guerre mondiale. On doit rappeler également que ces massacres perpétrés au Madagascar interviennent après ceux qui ont été perpétrés en Algérie au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale également, le 8 mai 1945, où 45 000 Algériens ont été massacrés à Sétif, Guelma et Kharata. Est-ce que cela traduit en quelque sorte une certaine inquiétude, une certaine angoisse au sein des milieux colonialistes français à l'époque, Mzoura Lahiani? Oui, effectivement. Moi, je dirais que le massacre de Madagascar, comme ce qui s'est produit en Algérie aussi, c'est ça le lien entre Madagascar et l'Algérie à cette époque. Oui. C'était marqué par des atrocités qui étaient vraiment graves. Et parlant du massacre de 1947 en Madagascar, 18 000 hommes étaient appelés par la réforme de l'administration coloniale. Donc imaginez des hommes avec qui tu combattais hier dans la Première et la Deuxième Guerre mondiale. Tu te retrouves face à eux à te combattre contre eux déjà aujourd'hui. Donc c'est quelque chose de grave qui s'est passé dans l'histoire tragique. Un mot sur le contexte, Samuel. Oui, là, si je dois dire un mot sur ce contexte-là, moi déjà, je dirais c'est déplorable. Parce que là, déjà, on voit déjà l'abomination, si je peux le dire, qui était faite par les colons français. Qui faisait déjà, comme vous avez dit, il y a une similitude, il y a une ressemblance avec ce qui s'est passé en Algérie et ce qui s'est passé au Madagascar. Et là, on va se rendre compte, parce que là, on va se rendre compte, c'est les conséquences après l'insurrection de 1947, où on a vu qu'il y a eu des répercussions par après, où qui va engendrer des milliers de morts, qu'on va en discuter là maintenant. Déjà, si on commence déjà, on se rend compte déjà que après l'insurrection, déjà, il y a des mouvements qui ont suivi. Parmi celles-là, par exemple, on peut regarder déjà la répression violente. Par exemple, en cherchant à travers des récits, j'ai vu que, par exemple, à Moramanga, les forces coloniales avaient réprimé une violente manifestation qui avait eu lieu donc le 20 mars 1947, entraînant là déjà, ça a entraîné des centaines de morts selon les récits, parce que à travers moi, c'est qui me tient à cœur, c'est-à-dire que à chaque fois, on voit qu'on n'arrive même pas à donner des chiffres pour montrer. Nous savons que lorsqu'on a honte de dire des chiffres, c'est-à-dire qu'en réalité, il y a des choses qui sont cachées, c'est-à-dire qu'en réalité, il y a encore plus de morts en réalité, parce qu'à chaque fois qu'on donnait des chiffres, c'est pour quand on ne donnait pas des chiffres, c'est un peu pour minimiser la chose, comme si juste quelques centaines de morts, alors que c'est des morts en réalité. Et là, on va encore rencontrer, parce que là, on va arriver, par exemple, à travers ça va entraîner aussi certaines exécutions sommaires qui vont se passer. Par exemple, là aussi, il y a des exemples, parce que là, si on regarde par exemple, là, c'est dans une autre ville, à Mbositra,
où des exécutions sommaires ont été menées avec des rapports faisant d'état des Malgaches, c'est-à-dire que c'était des milliers de Malgaches. Mais à travers ça, il y a une des choses qui m'a encore plus touché. Moi, c'est l'une de choses qui m'a encore plus touché, c'est des bombardements et des destructions aériennes. Moi, quand j'ai moi je me disais ça y est, là c'est le summum de son. Non, l'armée française a mobilisé toutes ses forces, les forces navales, les forces aériennes, les tirailleurs, etc. Donc des milliers d'hommes qui ont été déployés au niveau sur tout le territoire de l'île pour venir à bout. D'ailleurs, je vais vous lire ce qu'a rapporté le journal très proche du Parti communiste français à l'époque, l'Humanité. L'armée se montre impitoyable. Exécutions sommaires, torture, regroupement forcé, incendie des villages. Voilà qui résume un petit peu cette stratégie de la terreur adoptée par la France coloniale. Oui, vous avez parlé de destruction. Là déjà, moi j'aimerais rapporter par exemple ça. C'est à Manakara, où des bombardements aériens ont été utilisés contre des zones supposées des soutiens de l'insurrection. Et là, c'était où maintenant, imaginez, entraînant des destructions massives des propriétés des villages. C'est-à-dire que c'est des villages en réalité qui étaient détruits pour montrer cette abomination. C'est-à-dire que tu lâches des bombes sur des villages. Et non, d'ailleurs, on parle de dizaines de milliers de villages qui ont été complètement rasés. C'est le mot exact, c'est rasé sans pitié, sans pitié. Donc, comme Samuel l'a dit tout à l'heure, si il n'y a pas de chiffre exact, ça veut dire que il y avait tellement de morts. Plein de fosses communes. D'ailleurs, nous allons le voir. Effectivement. Avec cet exemple le plus éloquent, suite à l'arrestation le 5 mai 1947, je pense, Samuel, lorsqu'on a arrêté un certain nombre de militants, qu'on a d'ailleurs exécutés, on les a exécutés, et puis enterrés dans une fosse commune, n'est-ce pas? Même juste en essayant même d'effacer ça de mon esprit, j'y arrive pas. C'est des exemples les plus éloquents. Donc, le fameux massacre des 166 militants malgaches du 5 mai 1947. Oui, imaginez... Moi, je peux dire que arrivé jusqu'à maintenant, j'en perds les mots. Parce que déjà, en parler, j'arrive même pas à effacer cette image Imaginez, j'étais pas présent, mais juste à travers ces rapports-là, imaginez, c'est-à-dire que tu as des images dans ta tête et tu Alors, on les arrête, on les entasse dans des wagons à bétail, et puis, à un certain moment, dans une station, le train à l'arrêt, on ramène les troupes, et puis on tire sur les 3 wagons. Donc, même ces prisonniers, soi-disant, militants, qui étaient des intellectuels, des médecins et des instituteurs ont été froidement assassinés par l'armée française. Oui, être arrêté sans procès ni jugement, être tué, torturé. D'ailleurs, deux Malgaches sur 40 torturés. Oui. C'est vraiment un grand... Tué. Torturé, tué, oui. Pendant effacé les 21 carrément. mois de répression. Oui, effectivement, tué d'une manière atroce jusqu'à la fin de 1940-48. C'est vraiment un grand chiffre. Être arrêté et puis tué comme les 3 députés avec qui ont été arrêtés et jugés malgré leur immunité parlementaire. En fait, arrivé à un moment, c'est-à-dire que quand on entre dans l'histoire et on fait sortir certaines choses, on arrive même à en perdre des mots. Moi, j'aimerais rendre honneur et un témoignage d'une des personnes qui étaient victimes, qui a subi des tortures. C'était un peu difficile de trouver ça, mais on finit par trouver. C'est-à-dire que tôt ou tard, il y a toujours des choses qui se finissent par sortir. Il avait dit « J'étais détenu à Ansilabé pendant cette période sombre. Les gardiens nous soumettaient à des interrogatoires brutaux et des séances de torture physique. Nous étions souvent frappés, parfois avec des objets contondants, et forcés de rester dans des positions inconfortables pendant des heures. Les tortionnaires utilisaient également des méthodes psychologiques menaçant des violences futures ou des représailles contre nos familles. Ces moments étaient marqués par une terreur constante et un sentiment d'impuissance face à l'oppression. »
J'arrive même pas à contenir tous ces exemples dans ma tête, c'est impossible. En regardant par exemple l'image que vous avez donnée, en lisant l'exemple où le train s'arrêtait, lorsqu'il s'est arrêté contenant des médecins, etc., ils étaient mitraillés, moi je peux dire en quelque sorte, ils étaient massacrés. C'est-à-dire que l'avenir de tout un peuple, d'un peuple qui cherchait juste à avoir son indépendance, d'un peuple qui cherchait juste à avoir son repos, ils étaient massacrés. Et non seulement des gens avec de leur immunité, ils étaient tués, des gens étaient torturés. C'était des conditions D'ailleurs, déplorables. vous évoquez la guerre psychologique, oui, il y a des exemples. Des prisonniers sont ainsi jetés d'un avion, tels des bombes humaines. C'était un procédé utilisé par la France pendant cette période de la répression, entre 1947 et 1948, nous sommes là. Oui, tout ça, ça a laissé des traumatismes dans la population malagasy. Et c'était pour éviter toute autre révolte, toute autre manifestation de l'indépendance de ce peuple-là. Donc les Français après ils ont maintenu une présence politique, policière et toute autre forme de présence sur l'île Rouge et éviter toute révolte. Donc c'était pour ça que le massacre était si important. Juste pour rebondir, c'est là où on se rend compte que les mots, par exemple, que le général Paul Émy qui avait utilisé en 1947 avant l'insurrection, il avait dit « Nous devons rétablir l'ordre à Madagascar, coûte que coûte. En fait, l'insurrection ne sera pas tolérée et nous utilisons tous les moyens nécessaires pour y mettre fin. » En réalité, ils ont utilisé tous les moyens nécessaires. Tous les moyens. D'ailleurs, il y a un tirailleur qui a livré un témoignage, donc un magazine africain, je le cite, et dit « On abat sans sommation tous les paysans, hommes et femmes, qu'on rencontre. » Oui, c'était hommes, femmes et enfants, ça c'est les gens qui étaient rencontrés. Et même on avait des morts en dehors des gens qui ont rencontré. Il y a des gens qui mouraient de faim et de soif. Donc, donc c'est un autre volet, parce que il y a également une ressemblance avec ce qui s'est passé en Algérie, il faut le souligner. En plus des hommes, des troupes, c'est-à-dire les militaires, l'armée régulière, les tirailleurs, les tabors, etc., il y avait également les milices de colons qui ont porté aide et assistance à l'armée. Tout comme en Algérie, c'est-à-dire lors des massacres du 8 mai 1945, il faut dire qu'il y avait des milices également de colons qui ont assassiné d'une manière directe des Algériens. C'est la même chose. Là, on se rend compte que lorsque tu commences à réclamer tes droits, tu es considéré comme une cible. Là, on s'en fout que tu sois homme, femme, enfant, peu importe ton âge. Lorsqu'il y a une résurrection, lorsqu'il y a un demande de droit, tu es considéré comme une cible à battre. Et là aussi, c'est pour soi, disons, montrer l'exemple, mais c'est pas montrer l'exemple, c'est une massacre des milliers de personnes. Ce qui montre la déploration. Moi, ce qui me touche encore plus, c'est-à-dire que les mots qu'ils disaient, et c'était pas des mots en l'air. Quand ils disaient, on va utiliser tous les moyens pour y mettre fin, c'est-à-dire qu'en réalité, ils ont déployé tous les moyens pour y mettre fin, que ce soit des villages, les villages étaient bombardés, comme si c'était des bombes qu'on jetait, alors c'était des êtres humains, où on voyait des trains qui comportaient des gens, ils étaient massacrés. En fait, il n'y avait rien qui n'était mis au hasard, c'est-à-dire qu'ils étaient considérés comme des cibles, et il y avait tous les moyens pour y mettre fin. Alors, Mzola, qu'en est-il du bilan de ces massacres entre 1947 et 1948 les chiffres de ce massacre, ils sont pas vraiment connus. Oui. Comme la France a déclaré 89 000 à 100 000 morts. 89 000 victimes qui ont été reconnues officiellement par. Mais on sait qu'il y a plus que ça. Alors, on a plusieurs sources. Il y a ceux qui parlent de 10 000. Oui. Les colonialistes, évidemment, mais on parle également, certains historiens, d'une manière objective, évoquent 100 000. 100 000, c'est-à-dire pendant les 20 mois de la répression, oui. Mais il ne faut pas oublier que la répression n'a pas cessé en 1948, mais elle a été reconduite tout au long, donc jusqu'à l'indépendance, c'est-à-dire jusqu'à 1960. C'est pourquoi on parle de centaines de milliers de morts. Jusqu'à présent, la France refuse de communiquer les chiffres exacts de cette répression, de ces massacres, Samuel. Oui, parce qu'en réalité, comme il faut comprendre déjà que la population aussi, surtout, on n'est pas dupe, parce que si on sait déjà que
tout Malagasy était considéré comme une cible à abattre. Donc là, pour montrer que si des gens, ils ont même honte de reconnaître certains chiffres, il y a une raison. Quand on ne dit pas des nombres de chiffres, il y a une raison. Parce qu'on sait très bien que les chiffres, si on mettait des chiffres, ça va être au-delà de l'abomination. C'est-à-dire que pour essayer un peu de masquer et de rendre, c'est-à-dire d'enjoliver la chose. Parce que moi, c'est là où je reviens. Parce que les gens veulent toujours, soi-disant, enjoliver la chose qui ne peut pas être enjolivée. C'est-à-dire que essayer de rendre la chose un peu plus acceptable alors que c'est pas acceptable. C'est-à-dire qu'il y a des milliers et des milliers de morts qui ont été tués, mais on veut pas reconnaître, on veut pas donner des chiffres exacts parce que on sait que si on met des chiffres exacts, ça va être au-delà de l'espérance même moi j'ai dit de l'espérance de la tête de l'être humain, parce que si on voit tout ce qui était utilisé, il faut comprendre que les gens étaient utilisés comme de la chair à canon, c'est-à-dire non seulement quoi, c'est-à-dire que tout être humain qui est Malagasy était considéré comme une cible à battre. Quand on parle des bombardements sur des villages, parce que les villages, quand on parle des villages, c'est hommes, femmes, enfants, on regarde, on s'en fout, vieux hommes, on s'en fout. C'est-à-dire qu'il faut comprendre même à cette époque, les recensements, on n'était pas aussi bien adapté pour faire des recensements de la population, il faut reconnaître aussi. Il n'y avait pas aussi des recensements pour connaître le nombre de la population exacte. C'est-à-dire que des chiffres, on ne veut pas les donner, parce que si on veut donner des chiffres, ça va aller au-delà de l'abomination. Même, ça dépasse même eux, ils peuvent pas savoir les chiffres parce qu'il y a des corps qui ont carrément disparu vu les atrocités qu'ils ont exercées sur le peuple. Il y avait même des déportés, attention, à l'époque. Certains ont été déportés dans les bagnes des colonies françaises. Toutefois, il y avait cet aveu du président français de l'époque, qui avait noté dans son journal intime, évidemment, qu'il y a eu des excès dans la répression et que l'armée a fusillé un peu à tort et à travers. Voilà ce que le président de la République française de l'époque avait noté sur son journal intime. Donc c'est vrai, c'est-à-dire on a tué les gens dans le tas, sans distinction. Oui, moi, ce qui me fait un peu rire et désolant, c'est-à-dire un peu à tort et à travers. Faut pas essayer de minimiser. C'est une chasse à l'homme. C'est une chasse à l'homme, comme venez de dire. Il faut pas essayer d'enjoliver la chose ou minimiser la chose un peu à tort et à travers. C'est-à-dire que vous avez effectué des massacres, il faut les reconnaître, c'est des massacres. Et malheureusement, les chiffres sont pas connus, mais on sait que c'est des milliers et des milliers de morts. Moi, ce qui me désole encore plus, c'est-à-dire que quand une personne a commis des fautes, il faut être, moi je me dis, il faut quand même être un homme et reconnaître ses fautes. Parce que ne pas reconnaître ses fautes aussi, c'est aussi catastrophique. Et si on regarde à travers ça, c'est là où moi je me dis, en tant que population africaine, en regardant nos histoires, en regardant ce qui s'est passé, et en regardant toujours ce qui se passe, qu'est-ce qu'on peut en tirer en réalité? Est-ce que les choses sont pas toujours en train de se refaire en chaque fois? Est-ce qu'il n'y a pas des leçons à en tirer? Parce que moi je me dis à travers tout ça, parce qu'il y a des choses qui se sont passées, mais on doit en tirer des leçons. Parce que si est-ce que justement on peut parler de crimes de guerre aujourd'hui? Oui. Ce que la France refuse d'entendre, évidemment. Effectivement, c'est plus qu'un crime de guerre, c'est encore pire que ça. C'est une tentation génocidaire. Que Dieu me pardonne, franchement, moi je peux pas dire c'est une tentation, moi je pense que il faut pas, parce que franchement, même un enfant de 6 ans, si tu lui montres ce qui s'est passé, qu'il entend, il va te dire quand même, c'est génocidaire en réalité. Deux Malagasy sur 40, c'est un peu trop. C'est trop. C'est pas un peu trop, c'est trop. Il faut. Et puis c'est un crime qui a été ignoré en métropole. C'est-à-dire les gens ne savaient pas ce qui se passait dans cette île de l'océan Indien. Voilà. Oui, que ce soit à l'époque, que ce soit même au jour d'aujourd'hui, quand on est en train de parler de cette révolte, on en parle peu. En fait, c'est des massacres qui constituent un véritable tabou dans l'histoire de la France coloniale. Oui, ça reste des moments et des tragédies qui sont un peu sombres dans l'histoire de l'Afrique. Et malheureusement, c'est à nous en fait de nous rendre compte de cela et de parler de cela pour sensibiliser un peu la population africaine. Et moi, je dirais aussi, il faut comprendre que avant aussi, on n'utilisait pas cette arme de communication parce qu'il faut comprendre que la communication est une arme de construction massive. Et il faut comprendre que
eux, ils avaient ce même mise sur cette communication. C'est-à-dire ce qui était communiqué, c'était selon leur vouloir. Et c'est-à-dire que tout ce qui sortait, c'était selon leur vouloir. Et il faut comprendre en disant, parce que si une personne ne veut pas montrer parce que quand il ne veut pas montrer ses saletés, c'est qu'il est en réalité. Parce que il faut comprendre que on me pardonne franchement, il faut comprendre que quand une personne ne veut pas te montrer son vrai visage, il va faire tout pour cacher le vrai visage. Parce que là, on ne peut pas le cacher en réalité. Il y a des preuves, il y a des choses qui sont passées. Et pour moi, je crois que c'est un génocide. Je ne sais pas ce que la population africaine va y penser. Moi, je pense que c'est un génocide. Mais moi, en tout cas, à travers tout ça, moi, j'ai dit on doit en tirer des leçons. Parce que si on n'en tire pas des leçons de ce qui s'est passé, parce que ce n'est pas les premiers massacres que vous avez parlé, par exemple, ce qui s'est passé en Algérie. On a parlé des tirailleurs sénégalais. On a parlé... en fait, oui. Il y a toujours des Tiaroy. Ce qui s'est passé donc au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale était terrible, donc dans toutes les colonies, je pense. Est-ce que cela justement, je répète encore une fois la question, ne traduit pas l'état d'esprit des colonisateurs à l'époque? Moi, je dirais que si, en fait, parce que si on voit tout ça, c'est que ça s'explique réellement ce qu'ils voulaient et ce qu'ils cherchaient en Afrique. Donc, à tout prix, ils vont avoir ce qu'ils voulaient. Ils avaient une stratégie et un plan bien dessiné, bien clair pour eux. Donc, et on a parlé, donc c'est pour ça ce qui est important avec les Africains par les Africains. On a parlé même d'un des personnes instigateurs de certaines stratégies avec Jack Foka. Ouais. Et on se rend compte, en fait, c'est là où ça se revient en disant, en tant qu'Africain, on doit être honnête et sincère entre nous. C'est-à-dire qu'on ne doit pas se cacher en disant il ne faut pas enjoliver les choses. C'est-à-dire qu'une personne t'a déjà montré le vrai visage. Non, les massacres du Madagascar, parce que les Malagasy avaient à l'époque ouvert la voie donc, à tous les mouvements de décolonisation des années 50. On est en 1947. Est-ce qu'on ne les a pas justement massacrés pour l'exemple des autres colonies? C'est normal. C'est un massacre à huis clos, complètement, oui. Ce qui est terrible également. L'île était sous blocus militaire pendant pratiquement 2 ans. C'était pour traumatiser déjà la population malagasy pour ne plus faire encore de révolte, pour ne plus demander leur indépendance. On les a obligés à se soumettre. Donc il y avait le système de soumission. Donc on les ramenait sur des plaines, ils viennent, ils demandent, donc ils expriment leur soumission aux représentants de la France, à qui ils demandent également pardon. C'était l'ultime humiliation de ces insurgés ceux qui n'ont pas été assassinés étaient réduits donc à l'état d'esclaves, l'état d'indigènes au sens propre de ce terme. Wow. C'est déplorable en réalité. Et non seulement ça, on vient se rendre compte même que c'était aussi pour montrer d'exemple aux autres peuples qui cherchaient aussi leur indépendance. C'est déplorable, mais moi je reviens toujours sur cette phrase en disant on doit en tirer des leçons, parce qu'en réalité tout ce qui s'est passé, ça s'est passé. En réalité, il ne faut pas essayer d'angéliser les choses. En tant que peuple africain, on doit être conscient de ce qui s'est passé et non seulement éviter que les choses puissent se répéter au fur du temps. Parce que il y a une chose c'est-à-dire que quand une personne essaie de cacher en réalité une certaine chose qui s'est passée, il y a une raison pour laquelle il essaie de cacher. Mais en réalité, on doit être honnête entre nous. C'est-à-dire que on doit en tirer des leçons en tant que peuple africain, peu importe où on est, que les choses puissent plus se répéter. Et ça sera le mieux pour tout Africain. Tu as des leçons, Zola ? Oui, je suis du même avis avec lui, et d'ailleurs ça a laissé des conséquences durables pour toute la société malagasy jusqu'aujourd'hui, et c'est un événement qu'il faut mettre en lumière pour comprendre mieux les enjeux de l'histoire et des colons. Alors, je vous remercie pour ce mot de la fin de cette émission. Je te remercie également Samuel Akizimana. Je tiens à remercier également tous ceux qui nous ont suivis aujourd'hui. Excellente journée sur les ondes d'Ifriqiya FM, la voix africaine.